quelques points qui sont à mon avis importants, qui ne sont pas assez connus et compris. On va essayer rapidement, Bezrat Hashem, d'aborder ces points-là. Le premier point, c'est le sujet de l'huile dont on doit se servir pour l'allumage de la Hanoukia. Vous avez parlé de ça un peu? Non. Alors, il y a une rumeur qui court au nom du Rav Eliashiv. Et c'est plus qu'une rumeur, c'est vraiment rapporté. On a posé la question sur Raphaël Kanevski, le genre du Rav Eliashiv. Tu es d'accord avec ça? Le micro est disparu, non? Le micro. C'est pas? Il est là. Faut que je parle fort alors peut-être. Ah ouais, il est là. Le micro, ce micro, il est juste relié à la caméra. Hein? Le micro, il est relié à la caméra. Ah, de là-bas il est relié? Non, le micro, quand on en marche, c'est juste pour la caméra. Ouais, j'ai compris. Je sais pas comment il a parlé. Je suis pas chra, hein, Excusez-moi. pas de problème. Donc, non, Bathsheba, j'enregistre beaucoup de cours chez moi à la maison avec ma caméra. Je sers un petit micro ici qui. Pas de problème. Je mets le micro. Qui était en plein. Ciao. Alors le Rav Eliashiv, il avait l'habitude de dire que l'huile dont on doit se servir pour l'allumage de la Hanoukia, c'est une huile qui est apte à la consommation. Et il y a beaucoup de gens qui font de ça tout un plat. C'est le cas de le dire. Il faut vraiment acheter une huile qui est apte à la consommation. Ça doit être une huile importante, une huile qui est apte à la consommation. Et il y a même des endroits dans lesquels, vous savez que l'huile apte à la consommation, vous savez quand vous allez au supermarché, il y a des bouteilles d'huile à 40 shekels, c'est une huile apte à la consommation. Il y a des bouteilles d'huile plutôt à 15 shekels. Il y a écrit dessus la Maor Bilvad, juste pour l'allumage. Et je me rappelle, il y a un endroit dans lequel il y a quelqu'un qui voulait vendre de l'huile, et il voulait que ce soit, c'est une huile pas chère du tout, il vendait à 14 shekels la bouteille, mais il voulait que ce soit aussi valable d'après le Rav Eliashiv. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à amener des mismachim de médecins et de trucs et de machins, comme quoi bien qu'il y ait écrit sur la bouteille la Maor Bilvad, malgré tout ça va, on peut consommer ça. C'est pas le meilleur goût, mais on peut consommer ça. Parce que vous voyez que les gens ils font de ce psaque-là du Rav Eliashiv un très très grand inyan. La question, les deux questions. La première, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il faut une bougie? D'où le Rav Eliashiv il tire ça? Deuxièmement, alors pourquoi il y en a plein qui ne font pas attention à ça? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont sur quoi se reposer? Et donc essayez de comprendre un petit peu c'est quoi ce psaque du Rav Eliashiv. Alors qui est-ce qui peut m'expliquer d'où ça provient, ce psaque du Rav Eliashiv, qu'il faut que l'huile elle soit apte à la consommation? Pourtant la Hanoukia elle la boit pas l'huile. Une belle huile. Hein? Mais j'ai une belle huile. Oui mais qui dit qu'elle est belle, la beauté, la verdeur. C'est pas la même qualité. C'est pas la même qualité, moi j'ai besoin pour allumer, pas pour manger. J'ai écrit Katit Lamar, c'est la première de base. Quand Katit Lamar, c'est pas la première huile. Ouais. Bah c'est déjà, c'est sûr que c'est pour la consommation, mais après, enfin je sais pas, j'ai vu qu'il y a une différence dans la community quoi, que genre une huile pour la consommation elle est plus belle. Mais je dis juste qu'on voit dans le Katit. La flamme est plus belle. Donnez le micro à Baptiste, qu'on entend mieux. La flamme elle est plus belle. L'huile elle est plus belle. Oui, c'est une Bah, pas dit qu'elle soit belle ou moche. Non, meilleure qualité quand on dit belle. Une meilleure qualité d'huile. Meilleure qualité d'huile et quoi? Et la flamme elle sera de meilleure qualité ou pas? Non, moi Mais moi ce qui m'intéresse c'est la flamme. Mais moi ce qui m'intéresse c'est la flamme. Elles sont toutes margeables, non? Non, parce que c'est Non, déjà. quand il y a écrit de la Maor Bilvad, c'est qu'il y a un taux d'acidité très important et c'est pas tellement apte à la Si déjà consommation. on utilise une huile pour manger bien, alors pour la mitzvah encore mieux quoi. Ah ouais. Alors ce que vous allez dire, laissez-moi encore 5 minutes, je vais le dire. Mais, alors regardez, Tamar, écoutez bien. Le Rav Eliashiv, la preuve qu'il amène, je vous la dis, et après vous me dites ce que vous en pensez. D'accord? Vous n'avez pas d'idée, Déborah? Hein? J'ai sorti, mais je sais pas si je me rappelle en fait. On a déjà parlé de ça, Kiko. Oui. C'est une soirée avec des rats, non? Ah, je vais, c'est une bonne mémoire que quoi? Que si l'huile, parce qu'avant, enfin si on laissait l'huile et qu'il y avait des rats qui venaient, je sais pas quoi, elle n'était pas apte à la consommation. Très bien. Et donc vous pouvez pas l'utiliser parce que pour la fin du week-end, on ne peut pas. D'accord, mais là il n'y a pas de rat qui est tombé. Et Ça va, elle se rappelle bien. Je vous mets 100% à l'examen, Razak. Alors juste, c'était pas un examen. Regardez, j'aimerais vous expliquer bien l'histoire du Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, il dit
qui a écrit dans la halakha que si jamais vous avez une huile apte à la consommation, une huile très bonne, dans laquelle il y a une souris qui est tombée. Et la souris, elle est restée pendant longtemps dedans, elle a macéré. Mechila, hein, pour les personnes sensibles, il y a une souris qui a macéré à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a écrit que cette huile-là, il ne faut plus s'en servir après pour l'allumage de la Hanoukia. Et pourquoi? Parce que cette huile-là, voilà, c'est une huile dans laquelle il y a un rat qui est tombé. Donc c'est une huile qui n'est pas honorable. Et donc c'est une huile dont il ne faut pas se servir pour des choses qui sont kodesh, qui sont... Vient le Rav Eliashiv et il tient le raisonnement suivant. Il dit, c'est quoi le problème quand il y a un rat ou une souris qui est tombée dans l'huile? C'est que maintenant, comme ça a macéré pendant 18 minutes, alors qu'est-ce qui se passe? C'est plus apte à la consommation. Donc tu vois bien qu'une huile qui n'est pas apte à la consommation, on n'allume pas avec. Donc ça change quoi que ce soit pas apte à la consommation parce que c'est taref, parce qu'il y a un rat qui est tombé, ou que c'est pas apte à la consommation parce que le taux d'acidité il est trop élevé. Dans tous les cas, c'est pas apte à la consommation. Donc vient le Rav Eliashiv et dit que de l'histoire de la souris, donc je résume. L'histoire de la souris, ça c'est pas que Rav Eliashiv, c'est tout le monde. Tout le monde est d'accord que si un jour vous retrouvez dans votre bouteille d'huile d'olive une souris macérée, d'accord, macéra, d'accord, vous pouvez pas vous en servir pour la Hanoukia. Maintenant le Rav Eliashiv, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il étend ça. Il dit, c'est quoi le problème d'une huile dans laquelle il y a un rat qui a macéré? C'est que l'huile, elle n'est pas apte à la consommation. Parce que c'est taref. Donc, et parce que c'est dégoûtant en plus. Donc si tu vois qu'une huile dans laquelle il y a un rat qui est tombé, c'est pas apte à la consommation, et bien une huile dans laquelle il n'y a pas de rat qui est tombé, mais qui est trop acide, et donc on ne peut pas la manger, et bien on ne peut pas allumer les rots Hanouka. Est-ce que d'abord vous avez entendu, vous avez compris ce qu'il dit le Rav? Vous avez compris? Alors maintenant, deuxième question, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Quand je dis vous êtes d'accord, je ne pense pas que vous êtes à la hauteur du Rav Eliashiv, ni moi. Je vous demande, est-ce que vous comprenez ce qu'il dit le Rav Eliashiv? Est-ce que vous acceptez ou pas? Est-ce que vous avez une question sur ça? Aura, est-ce que vous acceptez à 100% le Rav Eliashiv, ce qu'il dit? En fait, j'étais pas là. Ah, alors encore une fois, dans la halakha, il y a écrit que si jamais il y a une souris qui tombe dans de l'huile et que ça macère, on ne peut plus se servir de cette huile pour allumer la Hanoukia. Vient le Rav Eliashiv, dit c'est quoi le problème d'une huile dans laquelle il y a une souris qui est tombée? C'est qu'on ne peut plus la manger cette huile. Donc tu vois bien qu'une huile qui n'est pas apte à la consommation, on ne peut pas allumer avec. Donc ça change quoi? Que ce soit pas apte à la consommation parce qu'il y a une souris qui est tombée, ou pas apte à la consommation parce qu'il y a trop d'acidité. Dans tous les cas, tu ne peux pas manger, tu n'allumes pas avec. Ça c'est ce que le Rav Eliashiv dit. Ma question c'est, est-ce que vous êtes d'accord avec ça à 100%? Attendez, Aura. C'est évident, je sais pas que ce soit une souris qui soit tombée dedans alors que c'est pour l'utiliser pour une mitzvah de chat quoi. D'accord, et dans le cas ça la rend complètement. C'est pas juste qu'elle est pas bonne à la consommation, c'est qu'elle a carrément été dégradée par quelque chose d'impur. Il a fait. Donc vous dites que c'est pas la même chose. donc c'est pas la même chose. D'accord, j'entends très bien. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes tous d'accord, Rachel? C'est pas sûr que la souris tombe dedans, quoi. C'est quoi? C'est pas sûr que la souris tombe dedans. Non, on n'a pas dit qu'elle est tombée. On a dit si dans un cas il y a une souris qui est tombée, on voit qu'on peut pas. Donc dans un cas où il n'y a pas de souris, mais où il y a trop d'acidité, c'est pareil. C'est ce que Rav Eliashiv dit. Hein? C'est rapporté dans beaucoup de poskim. Bien avant le Rav Eliashiv. Déborah Tsoulit. Moi, Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Qui peut m'aider? Levana, vous pouvez m'aider? Dans les deux cas, on va pas la manger. non, je sais pas. Teila, vous pouvez m'aider? Rama, vous pouvez m'aider? Non. Quoi, tout le monde est d'accord avec Rav Eliashiv à part Aura? J'ai du mal à comprendre le lien entre les deux. Ouais, pourquoi? Parce que là, on dit une huile dans laquelle il y a une souris qui est tombée, on peut pas l'utiliser pour améliorer. Ok, peut-être qu'elle est impropre à la consommation, mais peut-être que c'est pas pour ça que c'était pas par rapport à la consommation qu'elle est aussi. Ouais, très bien, très bien. Donc vous dites comme Aura, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a beaucoup de poskim qui sont venus voir le Rav Eliashiv. Quand je dis qu'ils sont venus voir, ça veut dire qui ont prétendu que, a priori, son raisonnement il fonctionne pas très bien. Pourquoi? C'est quoi le problème de se servir d'une huile dans laquelle il y a un rat qui est tombé? Le problème, vous savez, c'est quoi? C'est que cette huile-là, elle est complètement abîmée, souillée, dégradée, comme elle dit Aura. C'est une huile qui s'est abîmée. Maintenant, il y a écrit, et ça, dans tous les enseignements des poskim, on le voit, que ce qu'on amène pour Akadosh Baruch Hu, ça doit être quelque chose d'honorable. Akrive una le paratecha écrit dans le pasuk, ce que tu amènes en korban, par exemple, il faut que ce soit digne d'être amené à des gens importants. En 6 mois, chez moi, j'ai une huile dans laquelle il y a un rat qui est tombé. D'accord? Qu'est-ce que je fais avec?
Si je viens l'amener à quelqu'un, je dis voilà, c'est un cadeau, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire mais jette-le tout de suite. Je vous pose la question à vous. Si vous avez, Déborah, si vous avez chez vous une huile dans laquelle il y a un rat qui est tombé, pendant plusieurs heures, ça va macérer, vous allez la garder cette huile? Maintenant, vous êtes tout de suite la jeter, c'est porteur de maladie, c'est un problème. Donc le problème d'une huile où il y a un rat, c'est pas simplement que c'est dégoûtant, c'est pas simplement que c'est pas cachère, c'est que c'est dégoûtant, c'est que ça a abîmé l'huile, et que c'est pas honorable. Vous comprenez ce que je veux dire? Par contre, une huile où il y a de l'acidité, c'est pas qu'elle est pas honorable. En tant qu'allumage, elle est très honorable. C'est vrai que pour manger, c'est pas bon, mais en tant qu'allumage, très honorable. C'est-à-dire qu'à la rigueur, si quelqu'un d'important m'invite et qui me dit est-ce que tu peux s'il te plaît m'acheter de l'huile pour l'allumage, ben, je pense qu'il n'y aura aucune honte à lui acheter une huile à 15 shekels la bouteille. C'est vrai qu'elle y a écrit la Mahor Bilvad. Si jamais je lui amène une huile à 800 shekels la bouteille dans laquelle il y a un rat qui est tombé, il me dira je suis désolé, tu méprises là. C'est du mépris, c'est pas rigolo. Mais si je lui amène une huile toute neuve, toute clean, impeccable, simplement il y a écrit la Mahor Bilvad, il n'y a pas de problème. Puisque je lui ai acheté pas pour manger, je lui ai acheté pour l'allumage. Vous comprenez? Vous suivez ou pas? Donc ça, c'est ce que beaucoup de poskim ont rétorqué au Rabbi Yeshiv, ce que Ora elle a dit, ce que Bathsheba elle dit, que a priori il n'y a aucun rapport. Donc halakha lema assez, qu'est-ce que... Maintenant juste j'aimerais vous dire encore une autre opinion. Ruchama elle a dit quelque chose, ce qu'elle a dit, c'est le Rav Mordechai Eliyahu qui le dit. Vous me direz aussi si vous êtes d'accord avec ou pas, avec ce qu'elle dit Ruchama. Le Rav Mordechai Eliyahu, je l'ai entendu plusieurs fois dire, il y a des gens, quand ils achètent de l'huile, ils achètent deux types d'huile. Pour leur salade, ils achètent une huile à 50 shekels la bouteille. Zarma 0,4% de trucs là, d'acidité. Et quand ils achètent de l'huile pour la Hanoukia, ils achètent une bouteille à 35, 40 shekels. Il dit pourquoi? Pour ta salade, tu dépenses 50 shekels. Pour la Hanoukia, tu dépenses 35 shekels. C'est pas normal, c'est pas joli, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si pour ta salade, tu dépenses 50 shekels, pour ta Hanoukia aussi, dépense 50 shekels. C'est mot pour mot ce qu'elle a dit Ruchama, sans savoir que le Rav Mordechai Eliyahu disait ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Odélia, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'ai écouté le début du alors. Pas grave, maintenant ce que je vous dis maintenant. Le Rav Eliyahu il disait, il y a des gens qui achètent des trucs à 50 shekels pour leur salade, or que pour la truc, ils achètent à 40 shekels. Et c'est pas normal. Est-ce que vous êtes d'accord avec Rav Mordechai Eliyahu dans ça? Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Vous comprenez? Vous êtes d'accord avec Ruchama? D'accord. Avital, est-ce que vous êtes d'accord? Moi je suis d'accord, Moi, je suis d'accord. Hein? Qui est pas d'accord? Mais on l'a pas mangé, nous. Et alors, expliquez-moi ce que vous voulez dire très bien. La différence, c'est quoi? C'est le goût entre la différence de prix. C'est quoi la différence? C'est quoi qui marque la différence? Moi, ce que j'ai compris qu'il dérangeait, c'était la différence de prix. Pourquoi pour ça, tu es prêt à dépenser 50? Oui, mais parce que la différence, elle est plus chère, c'est parce qu'elle est plus. Peut-être qu'elle est meilleure, mais on va pas la payer, lui. Il a fait. N'importe peu. Il a fait. Ce qu'elle dit, Déborah, je suis tout à fait d'accord avec elle. Ça veut dire, écoutez bien, l'argument qui consiste à dire pourquoi pour ça tu dépenses, pour ça tu dépenses pas, c'est un argument que je peux comprendre. Mais dans certains cas, je vous donne un exemple. Combien ça coûte des tzitziot? Combien ça coûte un tzitzit? Le tzitzit, les petits fils là en laine, combien ça coûte? Ça coûte 20 shekels. Je parle pas de tout le vêtement, je parle juste de tzitzit. Combien ça coûte? 20 shekels? Vous n'en avez pas? Vous n'avez jamais vu tzitzit? Eh bien ça coûte 20 shekels, à peu près, 10 shekels, 15 shekels, 20, 30 shekels peut-être le plus, machin. Mais moi je vous pose une question. T'es un sacré rigolo toi. Pour ton repas de Shabbat, t'achètes une damchout à 100 shekels. Et pour tes tzitziot, t'achètes les tzitziot à 30 shekels. Non, va voir le vendeur et propose-lui 100 shekels pour les tzitziot, tu vois bien. Pour la damchout, t'es prêt à dépenser 100 shekels. Vous savez quoi que le raisonnement il est idiot? Pourquoi? Parce que, non, pas celui du Rav Mordechai Eliyahu, le raisonnement que je suis en train de dire maintenant. Pourquoi c'est idiot? Parce que c'est pas vrai. S'il y avait des tzitziot à 30 shekels et des beaucoup mieux à 100 shekels, alors tu devrais me dire, écoute, pourquoi t'achètes ça à 30 shekels alors que t'as de l'argent pour acheter à 100 shekels? La preuve que t'as de l'argent, c'est que quand tu veux t'acheter de la nourriture pour ton ventre, t'as de quoi acheter. Ça, je comprends. Mais si le prix de tzitziot, c'est 20 shekels, les plus chers, c'est 30 shekels, ben, je vais pas exprès dépenser 2000 shekels pour des tzitziot sous prétexte que quand je m'achète un ordinateur, je dépense 2000 shekels. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, a priori, ce qu'elle dit Déborah, c'est que là, c'est la même chose. Si de l'huile, ce dont tu as besoin maintenant, c'est une huile en tant qu'allumage et pas en tant que goût, eh ben tu dépenses le prix que ça vaut une bonne huile d'allumage. Si une bonne huile d'allumage ça coûte 30 shekels, tu dépenses 30 shekels. Par contre, quand tu viens manger, tu viens pas allumer, tu viens manger. Donc là, tu veux que le goût il soit bon. Donc si tu veux que le goût il soit bon, combien tu dépenses? Eh ben le prix que ça coûte une bonne huile. Et c'est pas un manque de respect. Donc, vous comprenez ce qu'a dit Déborah? Oui. C'est
quoi la différence dans la composition du mil à allumage et du mil à consommation? Et plus acide. C'est beaucoup, ça dépend beaucoup de l'acidité. Ça veut dire quoi? Ça fait combien? Ah, je suis pas un professionnel en l'huile, moi, Non, mais je comprends, il y a plus d'acide. je sais pas comment ils font. D'accord? Maintenant, regardez. Maintenant, ce que peut-être le Rav Mordechai Eliyahu a voulu dire, mais peut-être, en tout cas il l'a pas dit, enfin, moi je l'ai jamais entendu de sa bouche comme ça serait de dire que peut-être qu'une huile qui coûte 50 shekels, elle éclaire mieux qu'une huile qui coûte 40 shekels. Alors, si c'est le cas, je peux comprendre ce qu'il dit, mais je suis pas sûr que ce soit le cas. En tous les cas, ça c'était la question à propos de l'huile d'olive. Maintenant, il y a un autre cas dont je voulais parler avec vous, et ça je voulais vous tenir au courant de la halakha et que vous compreniez un petit peu. Il y a une marloquette qui n'est pas du tout connue. Chacun dit ce qu'il dit de façon tranchante, et pourtant c'est pas si évident que ça. Comment on fait pour allumer la Hanoukia quand on est invité? D'abord, pour les filles de séminaire, il a dû vous en parler, Ravitar. Si vous êtes dépendant de vos parents, indépendant, vous a parlé de ça? Oui. D'accord. Alors, donc si on est bien d'accord, le Ravitar et moi, et que j'imagine qu'il y a des filles dans les deuxième, troisième années, j'imagine qu'il y a des filles qui sont indépendantes. Et si elles sont indépendantes, elles doivent allumer elles-mêmes la Hanoukia. C'est bien ce qu'il a dit le Ravitar. Il a dit que tout le monde doit allumer. C'est qui tout le monde? Parce qu'il y a un décalage horaire. Non, mais nous on peut faire ça, mais. Vous pouvez, comme Rav Ovadia, d'allumer à 5h pile quand vos parents. Non, Pas- pas tout le monde, les gens Oui, peuvent. mais il a dit aussi un Mais décalage si on est horaire. dépendant, après, t'es pas obligé, je crois. Mais c'est mieux quand c'est un décalage horaire ou un truc comme ça. C'est un décalage horaire, le Rav Ovadia, il dit que tu peux allumer à 5h pile, puisque tes parents, c'est sûr qu'ils n'ont pas encore allumé, puisque eux, ils sont. Ok, c'est le tridouche du Rav Ovadia. Donc vous êtes d'accord que les filles qui sont indépendantes de leurs parents, elles doivent allumer? Oui ou non? Oui. D'accord. Donc ne pensez pas que c'est bon, votre père il allume en France et vous êtes quitte. Non, si vous êtes indépendant de vos parents, vous devez vous-même vous débrouiller pour allumer avec tout ce qui vous a expliqué le Ravitar. Maintenant, là où il y a un point qui n'est pas très connu, vous suivez? Maintenant, là où j'aimerais vous tenir au courant, c'est la chose suivante. Que se passe-t-il quand on est invité? Alors, toutes les lois des invitations pendant Hanouka, ça, chaque année, on nous appelle, nous les rabbinim qui répondent aux questions de halakha, des dizaines de fois chaque Hanouka, pour poser des questions dans tous les sens, etc. Vous avez déjà étudié ça quand on est invité? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? On demande à Ouais, quelqu'un on donne une à prouta. la maison. Hein? On donne une prouta, c'est pas sûr. Ouais, mais si par exemple le mari reste à la maison et la femme elle s'en va, on vous a parlé de ça? C'est le mari. Bah, le mari doit allumer à la maison. Et la femme? Celui qui Bah, est à elle la a maison, allumé parce c'est qu'il a son- rien. Hein? On a dit que c'est la maison qui C'est fait dans chier. les- On peut envoyer Donc un vous- chaliard pour la C'est son mari, c'est D'accord, donc on vous a parlé de ça? Ouais. Ok, alors très bien. Si on vous a parlé de ça, c'est très bien. Alors maintenant, la question qui va se poser, et alors si vous nous avez parlé aussi de ça, encore mieux, ça m'intéressera de savoir ce que vous avez dit sur ça le Ravitar, parce que c'est un truc très brouillon, le point dont je vais vous parler maintenant. Il n'y a pas de choses très claires sur ça. Regardez, en deux mots juste, je fais un petit résumé en deux mots. Si jamais un homme reste à la maison, et que sa femme, elle part ailleurs, elle va à Tzfat, d'accord? Donc, lorsque l'homme allume à la maison, ça acquitte sa femme. Ça, vous êtes d'accord? Ouais. Maintenant, si jamais la femme, elle reste à la maison et que l'homme, il part à Tzfat, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle allume à la maison. Est-ce que l'homme, il est acquitté? Oui. Il est acquitté. Ner ishu beto. Ça, c'est clair. Maintenant, si monsieur et madame partent à Tzfat et qu'ils ont une maison seule à eux, ben, ils allumeront là-bas. S'ils ont une maison qui appartient à leur oncle et que leur oncle est là-bas et qu'il allume, qu'est-ce qu'ils feront? On doit donner une partie de Sfarad Ashkenaz. Ah. Sfarad Ashkenaz. S'ils sont Ashkenaz, ils pourront allumer. Il n'y a pas de problème d'allumer plusieurs Hanoukiot au même endroit. S'ils sont Sfarad, ils ne peuvent pas allumer plusieurs Hanoukiot, donc on participe avec de l'argent ou alors très bien. Maintenant, là où les poskim ils sont pas très explicites, c'est un cas intermédiaire. Imaginez que l'homme reste à la maison, ou la femme, peu importe, et que l'autre conjoint, il aille soit à l'hôtel, mais l'hôtel on rentre dans d'autres types de problèmes, il va louer une maison. Par exemple, ma femme elle reste à la maison, elle allume la Hanoukia, et moi je loue un tzimer à Tzfat. Donc je loue une maison que pour moi, pour plusieurs jours, pendant Hanouka. Donc ma femme elle allume à la maison, ça on a compris. Moi, est-ce que là où je me trouve, dans le tzimer où je me trouve, il faut que j'allume ou pas? D'après ce qu'on a appris, non. C'est pas obligatoire. Quand vous avez appris ça? Il y a un Ravitar qui nous a dit qu'il faut que dans la maison, il y ait quelqu'un qui allume. Ok. Et même on avait parlé Ok. d'un chaliard qui pourrait allumer dans ma maison si moi je suis pas dans Non, ça est libaya. C'est-à-dire que ma femme, quand elle a allumé, elle m'a acquitté. Et que moi, par exemple, j'ai pas besoin de m'inquiéter, ok. Mais si maintenant j'ai une maison, j'ai un endroit où être, j'ai loué une maison que pour moi. Est-ce que dans cette maison que j'ai louée que pour moi, qu'elle a allumé, on a compris. Est-ce que moi je dois aussi allumer là-bas?
Non, parce que vous considérez que c'est sa maison en fait. Ouais. Parce que c'est le bal à payer. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur ça? On vous a parlé de ça? Non, il a loué pour quelques jours, c'est pas sa maison. Ok, mais pour quelques jours, c'est sa maison. Non, bah non, c'est comme quelqu'un qui va à l'hôtel pour quelques jours et qui a sa famille, elle est dans sa maison. Si sa famille, elle n'est pas à la maison, si toute la famille, elle va dans cette maison, vous êtes d'accord que ça s'appelle leur maison, bien qu'ils ne font que la louer. Si l'homme et la femme voyagent dans cette maison louée, vous êtes bien d'accord qu'ils devront allumer là-bas avec bracha. D'accord? Avec bracha ou sans bracha, mais ils devront allumer. Par contre, hein? Je sais pas, parce que d'ailleurs, on a dit que justement l'histoire du chalier, c'était si les deux ils étaient pas là et qu'ils sont partis, qu'on envoyait quelqu'un dans notre maison pour allumer notre maison alors que nous on n'était pas là. Ok. Pour que dans notre. Donc, ok, mais la question c'est vous où vous êtes. Si vous par exemple vous êtes chez votre oncle, donc c'est pas votre maison à vous. Donc là-bas c'est normal. Vous êtes acquitté parce que votre chaliar il a allumé. Votre oncle, lui il allume chez lui. Vous c'est pas votre propre maison donc vous n'avez aucune raison d'allumer chez votre oncle. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi mon problème c'est que se passe-t-il dans le cas où vous avez compris ce que je vous dis? Dans le cas où toi tu as aussi une maison. Ça veut dire en quelque sorte on a deux maisons. Il y a... Je pense pas que ça change grand chose. C'est une maison, vous êtes tout seul. Vous avez loué une maison tout seul. Maintenant, pour quelques jours, c'est votre maison à vous. C'est pas sa maison. Hein? C'est pas sa maison. Et alors? Alors on a dit qu'il fallait que dans la maison. Attendez. Si vous allez là-bas à Pessah, vous devrez faire Bdikat Hametz. Oui. Ok. Si. Non, dans Bdikat Hametz aussi, il y a beaucoup de. Ça intervient beaucoup. Est-ce que c'est mon Hametz ou pas? Donc est-ce que c'est ma maison ou pas? Et là-bas, les poskim ils veulent dire Srirut Kanya. Dans la Gemara, il y a écrit. Dans Baba Metzia, il y a écrit que Srirut, une location, c'est comme une appartenance. Je comprends quand vous dites c'est pas ma maison. Si vous voulez, après je vous parlerai des Sheva Brachot, je vous dirai un petit quelque chose sur ça. Hein? Il allume sans bracha. La femme, il allume sans bracha. La femme elle allume à la maison. Pour faire le étincelle, voilà. Donc vous dites on n'a rien à perdre. Alors je vais vous dire, d'une façon générale, moi ce que j'ai toujours enseigné dans ce cas-là, c'est de dire qu'il allume. Lui il a là-bas une maison. Il a là-bas. Pour la Adlakat Nerot Shabbat, c'est évident qu'il devrait allumer lui là-bas. Il est de la lumière. Mais c'est autre chose. Mais même pour la Adlakat Nerot Hanouka, moi j'ai toujours enseigné qu'à mon avis il faut faire. Pourquoi? Tu as une maison là-bas. Donc tu as une maison. Donc maintenant tu as une maison. Pourquoi tu ne l'allumerais pas dans ta maison? On va me dire mais c'est pas sa vraie maison. Ok, pendant 3-4 jours, il a loué cette maison. C'est sa maison. On est bien d'accord que dans une maison en location, on doit allumer. Donc elle allume très bien. Lui, il a quitté en principe par l'allumage de sa femme, oui, si jamais il n'était pas dans une maison, s'il était dans une tente ou s'il était chez sa tante ou s'il était je sais pas quoi, bien sûr. Mais là, il est chez lui à la maison. Donc il a une maison à lui. Donc il y a deux maisons maintenant dans chaque maison, a priori, chaque maison habitée par des juifs. Il faut allumer une Hanoukia. Hein? Donc moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que il fallait que lui aussi, l'homme aussi, qui se trouve là-bas dans cette maison à Tzfat qu'il a louée, il pouvait allumer avec bracha. Maintenant, le fait est que j'ai bien... et le problème d'abord, c'est que les poskim, ils parlent pas de ça. Moi, je me serais attendu à ce que, je sais pas, le Chafetz Chaim, il dise un petit quelque chose, le Kaf HaChaim, quelqu'un. Ils parlent pas de ça, je sais pas pourquoi. Les premiers à en parler, c'est pas les cas normaux. Le premier à en parler, de ce que j'ai vu moi dans tous les cas, c'est les poskim contemporains. Alors par exemple, chez les Yosef, Rav Yitzhak Yosef, Rav David Yosef, eux ils disent non, ta femme elle t'a acquitté, toi là-bas n'allume pas, si t'allumes c'est sans bracha, comme plusieurs ici ont proposé. Le problème c'est qu'ils ne s'expliquent pas, à part dire que ouais, ta femme elle t'a acquitté, donc ils ne s'expliquent pas. Maintenant ils ont posé la question au Rav Lieberman, Rav Yosef Lieberman, Shoot Mishnat Yosef. Et lui il dit, moi je pense qu'il faut, t'as une maison, dans ta maison il faut allumer. Maintenant il y a deux maisons, la maison d'elle, la maison de lui, il ne doit pas se faire acquitter par sa femme, il doit allumer. Le Rav Eliashiv, lui il dit non, on n'allume pas. Parce que si tu allumes, c'est sans bracha. Alors on doit allumer aussi. On dit si on est dépendant de parents ou pas. Et nous au séminaire. Attendez, très bonne question, une seconde. Donc, Bekitsour, je voulais juste que vous sachiez que dans ce sujet-là, il y a une grande marloquette. Il y en a qui vont vous dire ne faites pas. Si vous demandez au Rav Yitzhak Yosef ou au Rav David Yosef, ils vous diront ne faites pas. Il y en a qui disent qu'il faut allumer avec bracha. Dans le Shoot d'Ivrei Benayahu d'un Rav qui a écrit 30 tomes de questions-réponses. Il s'appelle Rav Benayahu Dayan, il habite à Givat Shaul. Lui, explicitement, il écrit. Mais à nouveau, lui aussi, il ne s'explique pas pendant 1 heure. Il n'y a pas beaucoup de chomer. Vous voyez, souvent, quand il y a des questions de halakha, c'est intéressant, il y a des preuves, il y a des contre-preuves, il y a des machins. Là, il n'y a pas énormément de choses qui ont été écrites à ce sujet-là. Donc, sachez que c'est une marloquette, voilà. C'est une marloquette, je ne vous dis pas quoi faire.
Qu'est-ce que vous demandez alors? Ah, vous dites donc du coup dans le séminaire. Donc, même une jeune fille, maintenant, elle est toute seule, même si elle est dépendante de ses parents, dans ce cas-là, elle doit s'y allumer, selon Même- sa maison, quoi. C'est sa maison. Alors c'est la question là, ça c'est une très très grande question. Ça concerne aussi, comment vous faites par exemple pour Shabbat? À la 4 Nerot Shabbat, vous allumez ou vous allumez pas? Nous, on allume. Pourquoi vous dites non, vous dites oui? Moi, j'allume ma chambre. Dans chaque maison, il y a une fille qui allume. Non, moi j'allume dans ma chambre. Non, dans la chambre, parce Dans- qu'on mange pas à la chambre. Donc dans chaque chambre, il y a une des filles qui allume pour toutes les filles de la chambre. Et avec bracha. Chacun a sa chambre. D'accord, donc chaque chambre vous allumez avec bracha, une fille allume pour toutes, à moins qu'il y ait des ashkénaziotes. Dans chaque chambre, il y a une fille qui allume pour toutes les filles de la chambre. Ok, très bien. Donc ça veut dire que vous considérez, pas tout le monde dit comme ça, mais le Rav Ovadia il dit comme ça, le Chazon Ish dit comme ça. Donc ça veut dire que vous considérez que quoi? Que cette chambre c'est vraiment la vôtre. Alors, si c'est comme ça, ben, effectivement, vous devriez allumer une Hanoukia dans chaque chambre. Vous devriez, non, au moins dans chaque maison, vous devriez allumer une Hanoukia. À nouveau, non, si vous faites comme le Rav, comme les Yosef, alors voilà, non. Comprenez? C'est clair ou pas? Là, on peut pas jouer sur les deux tableaux. C'est quoi les deux tableaux? Hein? On peut pas allumer dans sa chambre le Shabbat. Et C'est pas la même raison que tu en allumes. Non, parce que je trouve ça bizarre d'allumer plusieurs Hanoukias, quoi. Non, pas plusieurs, une seule. Ah, ok. Vos parents une en France et vous une ici. Non, mais on a une appartement, on chacune une. Alors ça c'est encore ça c'est encore une nouvelle question. Ça aussi, il y a des grandes marloktot. Si jamais, écoutez bien, si ma femme et moi, nous sommes invités chez des parents, grands-parents, beaux-parents, machin. D'accord? On est invités chez les beaux-parents. Et chez les beaux-parents, qu'est-ce qui se passe? Donc ils sont sfaradim, nous aussi on est sfaradim. Donc en principe, qu'est-ce que vous m'avez tout très bien dit? On est mishtatef puis prouta, on paye un petit quelque chose et voilà. On a imaginé Odélia que imaginez Odélia que à ma femme et moi, on nous réserve une chambre. Donc je vais chez mes parents, là-bas on a une chambre qui nous est réservée. Dans l'Ilchot Adlakat Nerot Shabbat, vous savez très bien que quoi? Qu'on doit allumer dans cette chambre-là, avec bracha. Il a fait. Alors maintenant dans la Hanoukia, est-ce que c'est pareil? Est-ce que la Hanoukia pareil? On va dire que ben voilà, vous avez cette chambre c'est considéré comme votre appartement pendant ce Shabbat, vous pouvez allumer la Hanoukia ou pas? La plupart des poskim ils disent non. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, dans Reletzion Chelek Dalet, il dit que oui, c'est ta maison, maintenant c'est ta maison, tu as une fenêtre là-bas, t'allumes. Donc vous rentrez encore dans une marloquette. Bekitsour, ces sujets-là, c'est des sujets dans lesquels il y a beaucoup de marloquettes, il n'y a pas assez de choses écrites. Il n'y a pas assez. Donc il y a beaucoup de marloquettes, chaque possède il a sa façon de raisonner. Et... Maintenant, je vous ai promis une petite parenthèse à propos. Hein? Je sais pas. Faites sans bracha. Dans le salon. Dans quel cas? Vous parlez au séminaire maintenant? Si vous attendez, une fille qui est dépendante ou indépendante? Indépendante. Mais il y en a aussi, il y a des dépendantes. Il y a des dépendantes et des indépendantes. Non, alors les indépendantes qu'elles allument, elles n'ont aucun problème. Mais la dépendante qu'elles sont mishtatef avec elle. Indépendant doit allumer sa Hanoukia. C'est quoi la Non, les shtatef. Dans un appartement, une Hanoukia. Non, vous n'en avez que dans chaque chambre. Si, à moitié, les femmes indépendantes, les femmes indépendantes. C'est toutes les filles qui sont. Et les filles dépendantes, ouais, les filles dépendantes qui. Quoi? Totalement indépendantes, pas totalement indépendantes. En général, dans ce cas-là, on ne dit de pas allumer. C'est-à-dire, si on est un peu dépendant de ses parents, si on n'est pas complètement indépendant, maximum donner quelques sous à la fille qui allume, elle avec bracha, pour être sûr, quoi, que. Parce que c'est un peu difficile à chaque fois, dans chaque cas de. On est considéré comment dans ce cas-là? Qui? On n'est pas totalement dépendant, pas totalement indépendant. Alors, je vous dis, faudrait comprendre c'est quoi un peu machin. Qui est-ce qui paye les études? Qui est-ce qui vous paye vos vêtements, vos machins, vous voyez? En général, dépendant, c'est-à-dire que qui est-ce qui paye quoi? Qui paye les choses? Bon, si c'est moitié-moitié, ça veut dire que vous êtes encore dépendant des parents. Pas complètement, mais dépendante. Tov, maintenant, la parenthèse que je voulais vous dire. Parce qu'il y a des filles que ça choque de dire qu'une maison louée, en fait, c'est ma propre maison. Alors, j'aimerais vous faire une petite parenthèse à propos d'un point très important. Vous avez dû entendre, peut-être pas, parce que, enfin, si vous, j'imagine que oui, mais beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Quand il y a un khatan et une kala qui se marient, Besha Tova. Après, on procède à ce qui s'appelle les Sheva Brachot. Les Sheva Brachot, vous savez que chez les Sfaradim, chez Rav Ben Sion, chez Rav Ovadia, chez Rav Mordechai Eliyahu, chez les Rabbanim Sfaradim,
on ne peut pas tous les soirs réciter les Sheva Brachot s'il n'y a pas un certain nombre de conditions qui sont réunies. Alors les conditions que vous connaissez toutes, c'est quoi? Faut qu'il y ait 10 personnes. Faut qu'il y ait Panim Chadashot. Ok. La condition que pas tout le monde connaît, c'est quoi? Personne ne connaît du coup. C'est quoi la troisième condition? C'est quoi, vous avez dit quoi là? Pour pouvoir faire les Sheva Brachot, pour pouvoir réciter les 7 Brachot, Asher Bara, Sostasis, etc. C'est quoi la troisième condition qu'il faut? Et ça, c'est typiquement Sfarad, la troisième. Que quoi? La première, c'est que t'es déjà avec deux personnes différentes. Que quoi qu'il faut? Non, non, non. C'est un appartement. Ça veut dépendre. Hein? Que quoi? C'est que ça veut dépendre. Non. Alors je vais vous dire. C'est quoi? C'est qui est invité chez qui? Des Khatalim, ils sont invités chez des gens. Et alors là, on fait ou on fait pas? On peut. Là, on fait ou là, on fait pas? Je sais pas. Bon, je vois que c'est pas qu'une parenthèse, je vois que c'est un truc important. Bekit, sur le Shulchan Aruch, il est posek. Alors ça va vous étonner. Que les Sheva Brachot, on ne peut les réciter que si on est dans la maison du Khatan et de la Kala. Ça veut dire, ouais, c'est jamais le cas. Ça veut dire que si, ça veut dire, comme ça je crois au dit, ça veut dire que si jamais on fait les Sheva Brachot chez le Khatan et la Kala, vous allez me dire mais ils n'ont pas que ça à faire de préparer à manger, non, tu prépares à manger, t'amènes un traiteur, puis que la maison, hein, ok, avant une petite maison, si on fait les Sheva Brachot dans la maison du Khatan et de la Kala, c'est là qu'on fait cette brachot. Attention, j'ai pas dit qu'on peut pas faire sinon. Si on fait les Sheva Brachot chez qui? Chez des gens qui nous invitent. Alors là, on fait pas les 7 brachot, on fait que 2 brachot. On fait Baruch Ata Hashem Borei Peri HaGefen, Baruch Ata Hashem Asher Bara Sasson Vesimcha Khatan Bekala Gila Rila. Mais les autres brachot, on peut pas. Un peu comme Odélia, un peu comme lorsqu'il n'y a pas 10 personnes. Quand il n'y a pas 10 personnes, on peut faire une petite fête avec le Khatan et la Kala. Quand il n'y a pas de Palim Chadashot, on peut faire. Mais on ne fait pas les 7 brachot sur le verre. On fait que 2 brachot. On fait Borei Peri HaGefen et Asher Bara Sasson Vesimcha. Le Shulchan Aruch dit que pour faire les Sheva Brachot, il faut faire dans la maison du Khatan et la Kala. Et c'est quoi la raison? Peut-être ça va vous étonner, mais en tout cas la raison, c'est que dans la maison du Khatan et de la Kala, c'est là qu'il y a toute la joie. Le Khatan et la Kala, ils sont heureux, enfin ils sont chez eux, dans leur endroit où ils habitent, dans l'endroit où ils vont vivre maintenant. C'est là qu'il y a toute la joie. Je vous pose une question. D'accord, Rivka, je vous pose une question. Comment ça se fait alors que le soir du mariage, dans la salle, on fasse les Sheva Brachot? C'est pas la maison du Khatan et de la Kala? Oh, alors là déjà, voilà. Cette salle-là, elle est louée. Mais c'est pas juste qu'elle est louée. C'est pas juste qu'elle est louée. C'est qu'elle est louée. Et en plus, il y a tellement de joie dans la salle du Khatan et de la Kala, toutes les danses et les machins et les trucs, que là-bas, tu peux pas dire qu'il n'y a pas de simcha. Ça veut dire, on fait Sheva Brachot dans la maison du Khatan et de la Kala parce qu'on sait que là-bas, il y a de la simcha, plus qu'ailleurs. Le soir du mariage, dans la salle dans laquelle on danse et on mange, etc., il y a Baruch Hashem aussi beaucoup de simcha. Donc on peut faire là-bas. Et après, il y a plein... Maintenant, vous allez me demander pourquoi personne ne fait ça. C'est pas vrai que personne ne fait ça. Le Rav Ovadia et tous les gens qui suivent, ouais, moi chez moi, quand je fais des Sheva Brachot à des gens que j'invite, moi je fais pas Sheva Brachot. Moi si je suis invité chez des gens, et je sais que c'est pas la maison du Khatan et de la Kala qu'on me demande de faire une des brachot, je dis tu me donnes soit Borei Peri HaGefen, soit Asher Bara. Mais il n'y a pas que moi, beaucoup de gens qui connaissent la halakha, je parle des Sfaradim, et qui suivent l'opinion Sfarad, l'opinion du Rav Ovadia, du Shulchan Aruch. Mais je comprends pas, c'est pas faire des brachot dans la maison. De quoi? C'est quoi la raison pourquoi on va cacher? La raison, c'est parce que l'endroit où on a institué de faire les Sheva Brachot, c'est l'endroit où il y a le maximum de simcha. Le maximum de simcha, c'est dans la maison du Khatan et de la Kala. Si vous me dites que vous, en tant que Kala, vous préféreriez que ce soit plus machin, peut-être, je comprends, je suis d'accord avec vous. Et comme ça, le Shulchan Aruch est posek. Donc du coup, Rav Ovadia dit, c'est bracha levatala. Si jamais tu t'amuses à faire l'une des brachot, c'est bracha levatala. Maintenant, Il y en a plein qui font des brachot levatala. ok. Alors maintenant, regardez. Il y a des minagim. Vous suivez? Vous suivez? Alors voilà. Alors je vous l'ai dit. Maintenant, regardez. Il y a des, écoutez, Batsheva, il y a des poskim. Non, il y a des minagim par contre. Il y a des minagim, par exemple, il y a certains Marocains, voilà, très bien. Il y a certains Marocains, eux ils disent que leur coutume ça a toujours été de faire les Sheva Brachot, même si c'est pas la maison du Khatan et de la Kala. Les explicites. Alors il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a, ils demandent à un Ashkenaz de faire les 7 brachot. Si par exemple il y a un Ashkenaz et que des Sfaradim. Non, mais ça, c'est faire de la triche. Il y en a qui veulent dire que c'est de la triche, il y en a qui veulent dire que c'est pas de la triche. Il y en a qui veulent dire
que si le Khatan, par exemple, il est Ashkenaz, qu'on pourrait faire les 7 brachot. Après, la question, c'est est-ce qu'on va par rapport au Khatan ou par rapport à celui qui récite la bracha. Mais en tout cas, pourquoi je vous disais tout ça, à part pour votre culture générale, que je pensais entretenir, mais que je vois que dans ce sujet précis, je la nourris. Le Rav, ouais, alors, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Écoutez bien, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment, je pense qu'elle va dire, Bathsheba, que c'est de la triche. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je me rappelle, par exemple, quand j'étais Khatan, il y a un Rav qui a fait les Sheva Brachot chez lui. Alors, il m'a dit, bon, on fait Sheva Brachot. Non, je dis, on va pas faire les Sheva Brachot, c'est pas ma maison, là. Alors lui, qu'est-ce qu'il me fait? Il me dit, regarde, on va faire un patent. Je vais te louer ma maison pour toute la soirée. Toute la soirée, je te loue ma maison. Là. Tu soulèves un stylo, comme ça on fait Kinyan Khalipin, là, un truc. Et puis il me loue son salon pour toute la soirée. Comme ça, il s'avère que son salon, c'est ma salle. Et puisque son salon, c'est ma salle, et ben c'est la salle du Khatan et de la Kala. Donc c'est bon. Alors qui est-ce qui peut me dire, qui n'a pas encore participé? Yael, par exemple. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est de la triche ou pas? Moi, à mes Sheva Brachot, ce Rav-là, il l'a fait. Est-ce que vous pensez que c'est de la triche ou pas? Bathsheba, elle pense que c'est de la triche, je sais. Khefsiba, elle n'a pas voulu venir aujourd'hui, elle a eu peur que je dise trop... Hein? C'est vrai? C'est top. Alors, qu'est-ce que vous dites? Vous direz qu'on a parlé des khatan et des calottes. Qu'est-ce que vous dites? Eva, qu'est-ce que vous dites? C'est pas de la triche. Pourquoi c'est pas de la triche? C'est comme le mariage, la scène du mariage, c'est la même chose. C'est de la triche, par exemple. Il y avait un contrat. J'ai pas compris. Le soir du mariage, je vous ai dit, là-bas il y a un vrai contrat, on loue vraiment la salle. C'est vraiment une salle qui est censée être. C'est pas une salle qui a quelqu'un. C'est un accord, comme quoi. Avant, on peut faire le principe. Bon, alors je vais vous dire, moi à mon avis, c'est de la triche, je vais vous dire pourquoi. Enfin, c'est pas de la triche, ça sert à rien à mon avis. Je vais vous dire pourquoi. Quand on parle par exemple de la vente du Hametz, oui, quand on parle de la vente du Hametz, où il y a des gens qui vont dire ouais c'est de la triche, tu gardes le pain chez toi, tu sais très bien que le goy. Là c'est pas vraiment de la triche, parce que là on parle de façon judiciaire. Est-ce que ça t'appartient ce Hametz ou est-ce qu'il t'appartient pas? Si j'ai fait un acte de vente et que le Hametz il m'appartient plus, Ah mais il est encore chez moi dans un tiroir, ok. Il y a des halachot qui font que tu peux vendre quelque chose qui est chez toi, dans ton tiroir, ailleurs. Vous suivez ou pas? Par contre là, c'est pas une question de papier, de signature, de judiciaire, de Choshen Mishpat. Là c'est une question de joie. Est-ce que tu es joyeux ou pas? Et là, l'Alacha, elle te dit, bien que ça vous étonne à vous toutes et à moi aussi, l'Alacha, elle dit que où est-ce que tu es vraiment joyeux, toi Khatan et toi Kala, quand tu es chez toi. Alors tu dis, ouais, mais on peut faire une combine, on peut même faire un contrat, je peux même lui payer 200 shekels pour la soirée, pour qu'il me loue son salon. Ok, mais il n'empêche que c'est pas mon salon à moi, c'est pas là où je vais habiter, c'est pas là où je vais dormir ce soir, c'est pas là où je vais avoir ma maison, ma vie. Donc c'est vraiment une ruse, quoi, qui sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Parce que même si sur les papiers, il s'avère que oui, c'est ta maison, mais t'as pas cette joie. Alors elle demande Eva, mais le soir du mariage aussi. Le soir du mariage, c'est autre chose. La maison de Rav Vintel, elle appartient à Rav Vintel. Maintenant, c'est lui le Baal Habayit là-bas, c'est lui qui fait sa vie là-bas. Si par exemple, je décide à un moment donné de lui dire maintenant, je peux pas, c'est sa maison, bien qu'il m'a loué. Maintenant, en dehors, alors que la salle de mariage, c'est sûr que ça appartient à un directeur, mais ça lui appartient pas à lui. Lui, il passe pas ses soirées à se marier, à se remarier. Donc qu'est-ce qu'il fait lui? Eh ben lui, il loue à des gens, c'est-à-dire que ça appartient qu'à ces gens. Mais surtout, je vous ai expliqué qu'à part l'aspect qu'il loue, il y a un autre aspect. C'est qu'il y a beaucoup de joie au soir du mariage, chose qu'il n'y a pas dans une maison dans laquelle juste à louer la maison. Vous comprenez? Après, voilà, après il y a tout type de questions. Il y a une grande marque locale, par exemple, si on loue toute une salle pour Shabbat Khatan. Il y en a qui veulent dire que c'est pséder. Si tu loues une salle pour tout Shabbat Khatan, machin. Bref, on rentre là dans des sujets importants. Mais moi, ce que je voulais juste vous dire, c'est que là, regardez, là, je peux comprendre que vous me disiez que cette location, c'est de la blague. Mais par contre, à Hanouka, quand je loue une maison pour 3 jours, 3 jours, cette maison, c'est la mienne. C'est pas que quelqu'un est encore en train d'habiter là, mais il me fait un patent pour. C'est ma maison, moi, pendant 3 jours. Les poskim, par exemple, ils sont d'accord qu'à l'hôtel, il faut allumer. Tu passes une nuit à l'hôtel, les poskim sont d'accord qu'il faut allumer. Le seul problème, c'est t'allumes où? Dans la chambre d'hôtel, ils ne te permettront pas. S'ils ne te permettent pas et que tu allumes, le Rav Eliashiv dit c'est du vol. Alors t'es embêté, alors qu'est-ce que tu fais? Comprenez? Mais voilà, donc là, c'est pas de la blague quand tu loues une maison. Maintenant, est-ce que tu dois allumer quand tu loues une maison avec ta femme? Oui. Alors, si ta femme elle allume à la maison et que toi tu es ici ou ton mari ou machin, là on a dit que c'est une grande marloquette. Mais c'est l'air. Voilà, bon, on a parlé rapidement. Hein? C'est quoi les réponses de toutes les questions? Quelle question?
je sais pas, moi j'ai posé que des questions. Du coup, non, c'est pas une. Alors les questions. Est-ce qu'on peut allumer avec de l'huile qui n'est pas apte à la consommation? D'après Rav Eliachiv, il faut une huile apte à la consommation. D'après beaucoup d'autres, c'est pas obligé. Maintenant, est-ce qu'il vaut mieux malgré tout ou pas? Il vaut mieux, comme Bessarakol, tu dépenses 10 shekels de plus par Hanouka. Si t'es pas à 10 shekels près, autant dépenser 10 shekels pour être selon le Rav Eliachiv. Est-ce que ça vaut le coup de s'acquitter de la Khumra du Rav Mordechai Eliyahu et de Ruchama? Si le Rav Eliyahu et Ruchama l'avaient pas dit, j'aurais dit que c'est du Baltashrit, de dépenser 10 shekels de plus, stam. Si le Rav Mordechai Eliyahu l'avait pas dit et que Ruchama l'avait dit, j'aurais aussi eu du mal à dire que c'est Baltashrit parce que je n'aurais pas voulu contredire Ruchama. Maintenant que les deux l'ont dit, eh ben, je peux plus dire que c'est du Baltashrit, mais moi personnellement, je vais pas essayer d'acheter l'huile la plus chère pour allumer des Nerot Hanouka. J'essaierai de choisir l'huile qui allume le mieux. Maintenant, autre question que vous avez notée, est-ce que quand une femme allume à la maison et que son mari loue un appartement ailleurs, est-ce qu'il doit allumer ou pas? Qu'il allume avec bracha ou sans bracha, d'après certains avec bracha, d'après certains sans bracha. Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, vous avez qu'à allumer sans bracha, comme ça vous êtes tranquille. Maintenant, autre question, c'est quoi l'autre question que vous avez notée? Non, en fait, j'ai noté les questions de. Par exemple, les Chachamim n'ont pas forcément interdit l'huile dans laquelle a macéré une souris en raison du fait qu'elle n'est pas consommable. Donc, comment Rav Eliachiv a-t-il étendu le Issour? Ben, demandez-lui à lui. Demandez-lui à lui. Demandez-lui. Oui, ça, c'était pas les questions de la fin, en fait. Merci de votre attention.